Innovation et nouvelles thérapeutiques, quel modèle d'accès et de financement? Parce que on commence pile à l'heure parce que Franck Van Lennep nous quittera à 16h20, c'est ça, hein, j'ai un nom tout de suite pour que vous puissiez partir discrètement. Il a une réunion, évidemment, c'est pas pour aller jouer au tennis. Innovation et nouvelles thérapeutiques, quel modèle d'accès et de financement? Tel est le thème de cette table ronde. Alors, ce thème de financement des médicaments innovants et leur accès rapide n'est pas nouveau. Je sais qu'il y a eu beaucoup de réunions sur ce thème, mais manifestement, il appelle de nouvelles réponses, alors que le nombre de nouveaux médicaments au prix souvent élevé va croissant et que les budgets sont forcément contraints en ces temps de fort déficit de l'assurance maladie. Se pose ainsi la question du financement des nouveaux médicaments et du dialogue entre l'État et les industriels. Alors, il existe un modèle qui est intéressant, comme c'est celui de l'accès précoce, qui apparemment satisfait tout le monde, mais ne concerne que peu de molécules. Un an après sa mise en place, on en fera le bilan. Donc, on va parler de trois choses, hein, le financement, l'accès précoce et puis le dialogue entre l'État et les industriels. Alors, on voulait mettre le financement à la fin de la table ronde, mais on va le mettre au début de la table ronde pour laisser du temps à Franck Van Lennep. Alors, donc, je présente d'abord tout le monde. Agnès Audier, à ma gauche, qui est une personnalité, comme on dit, qualifiée du Conseil stratégique des industries de santé, le CSIS, mais 2021, qui a donné France Innovation 2030, qui a été présenté par le président de la République. Philippe Bouilloux, qui est président du comité économique des produits de santé. Fabienne Bartoli, directrice générale de la Haute Autorité de Santé, HAS. Stéphane Lassignardi, vice-président, directeur général d'Abi France. Enfin, pas encore vice-président. Dans 2 semaines, voilà. On ne dit pas que vous êtes là, alors. Et Franck Van Lennep, qui est directeur de la Sécurité sociale au ministère de la Santé et de la Prévention. Donc, on va commencer avec vous, et puis on débattra après sur le financement. Alors, le financement, c'est vrai que c'est un sujet qui vient régulièrement et qui crée parfois quelques crispations. Alors, faut-il inventer de nouvelles formes de tarification, donc favoriser l'accès aux nouveaux médicaments tout en réduisant les délais qui sont importants en France? Comment financer l'innovation sans pour autant que ce soit au détriment des produits anciens? Il faut faire des choix. Il y a une enveloppe qui est décidée par le Parlement. Voilà, décidée dans le cadre de l'ONDAM. ONDAM, quand même, qu'il faut signaler, ONDAM médicaments et dispositifs médicaux, qui va être supérieur aux années précédentes, à 2,4% en moyenne sur les 3 prochaines années. Alors, à l'intérieur de cette enveloppe, peut-on faire des choses intelligentes? C'est la question que vous vous posez à vous-même, dites-vous. Et en fait, pour rentrer dans le vif du sujet, vous préconisez une sorte de partage du risque. Est-ce que j'ai bien traduit votre pensée ou pas? Et est-ce que ce partage du risque dont on parle déjà depuis un certain temps, pour l'instant, vous n'avez pas, paraît-il, convaincu beaucoup de monde, mais ça revient très fort. Oui, merci pour votre invitation. Il faut peut-être que j'explique un tout petit peu avant d'arriver sur le partage du risque, Oui. comment on en arrive là. Alors d'abord, on parle d'abord financement par ma faute, hein, donc je ne vais pas parler d'accès, simplement pour dire qu'évidemment l'objectif c'est de financer un accès rapide des patients à l'innovation et pas seulement de tenir une enveloppe. C'est évidemment de tenir des enveloppes budgétaires, des enveloppes de dépenses publiques, mais évidemment tout en veillant à l'accès des patients à l'innovation. Et donc, je relativise un tout petit peu quand vous dites que les délais sont très longs en France ou qu'il y a très peu de médicaments en accès précoce. Non, il y a beaucoup de médicaments en accès précoce. Fabienne Bartoli l'expliquera tout à l'heure. Et les accès des patients à l'innovation ne sont pas particulièrement longs en France. Ils sont même, en comparaison européenne, plutôt rapides. Je renvoie, par exemple, à la dernière étude de la CNAM dans son rapport chargé produit en juillet dernier. Il y a un certain nombre d'éléments. Alors, un nombre limité de médicaments, évidemment, il faudra poursuivre les études sur d'autres médicaments. Mais il faut peut-être arrêter de toujours se flageller. La situation de la France, grâce à notre dispositif d'accès précoce, elle est quand même pas mauvaise. Alors ensuite, ces médicaments innovants, pourquoi est-ce qu'on se pose la question de leur financement? Parce qu'il y en a de plus en plus, et ils sont de plus en plus nombreux. Quand on regarde les ASMR 1 à 3, donc les médicaments qu'on peut dire dits innovants, pour simplifier, délivrés par la HAS, ça a fortement augmenté ces dernières années. Donc il y en a plus. Et les prix, eux, sont en augmentation aussi. Les prix des médicaments les plus chers sont en très forte augmentation ces dernières années. Donc plus de médicaments, plus coûteux.
qu'il faut financer dans des enveloppes qui sont des enveloppes de dépenses publiques qui sont votées par le Parlement, comme vous le dites, et qui doivent être maîtrisées. Les dépenses remboursées de médicaments par l'assurance maladie, c'est à peu près 27 milliards d'euros. Donc on parle quand même de montants très importants. 27 milliards d'euros de dépenses publiques. Qui est assez stable, ces 27 milliards d'euros. Alors, qui ont été stables dans ces dernières années, relativement stables, mais petit à petit en accélération. L'accord, le CSIS, le Conseil stratégique des industries de santé, avait prévu entre 2018 et 2021 une augmentation des dépenses remboursées d'à peu près 1% par an. Et on a même fait un peu plus. Et le CSIS actuel, Conseil stratégique des industries de santé, donc qui a été lancé l'année dernière, je pense que Mme Audy y reviendra, donc sous l'impulsion du président de la République, a augmenté, vous le disiez, la cible à 2,4%. À 2,4%, ce n'est pas que médicaments, c'est des médicaments et dispositifs médicaux. 2,4% d'augmentation de l'enveloppe prise en charge par l'assurance maladie chaque année. Voilà. Et on est même en ce moment plutôt au-dessus. Vu la dynamique du marché, malgré les outils de régulation, on est même plutôt au-dessus en ce moment. Il y a des rattrapages. Donc on est quand même, on n'est pas du tout sur un marché en stabilité, en moyenne. Évidemment, parmi les labos, il y a certains qui font du plus, d'autres du moins, mais en moyenne, on n'est plus du tout sur la stabilité en ce moment. Alors j'en viens avant d'en venir à votre question. Comment est-ce qu'on essaie de réguler cette enveloppe ? On essaie de la réguler d'abord ça c'est Philippe Bouillot au CEPS, en négociant les prix à l'entrée des nouveaux médicaments, mais ça il y a quand même un cadre, il y a des critères de négociation, mais enfin on essaie quand même, le CEPS essaie de négocier évidemment les prix à l'entrée pour que les médicaments soient le moins coûteux possible à l'entrée, et puis ensuite, quand les médicaments sont là et sont remboursés, soit on baisse leur prix dans la durée, les médicaments les plus anciens, les médicaments qui sont là depuis longtemps, soit une fois qu'on a fait le bilan à la fin de l'année de ce qu'on avait remboursé, on fait une clause de sauvegarde, c'est-à-dire qu'on reprend un peu à tous les laboratoires, sur tous les médicaments. Et ce qui permet globalement de respecter l'enveloppe. Donc soit on baisse des prix de certains médicaments, soit on fait les deux, et soit à la fin on récupère un peu sur tout le monde à travers la clause de sauvegarde. Alors comment est-ce que joue l'innovation dans tout ça ? En réalité, on voit bien que quand on baisse les prix, aujourd'hui en France probablement on baisse les prix plutôt sur les médicaments les plus matures, et il y a une pression sur les médicaments les plus anciens par l'arrivée de médicaments nouveaux, innovants et très coûteux, qui, pour tenir dans une enveloppe, oblige, pour faire rentrer les nouveaux, à tasser ce qui est en bas. Et puis, cette clause de sauvegarde est très discutée aujourd'hui par certains industriels. Cette clause de sauvegarde, donc, qui fait qu'en fin d'année, même l'année N+1, on récupère au titre de l'année précédente. Elle est discutée parce qu'elle s'applique à tout le monde, quelle que soit la contribution des laboratoires à la croissance du marché. Alors qu'évidemment, l'innovation et la croissance, elle est plutôt concentrée sur certains plus que sur d'autres. Voilà. Donc il y a des débats là-dessus sur comment on régule cette enveloppe. Un laboratoire qui n'a pas fait de croissance de son chiffre d'affaires, il paie la clause de sauvegarde. Oui. Il ne doit pas être content. C'est le mécanisme actuel. Donc il peut y avoir des discussions sur la manière de faire évoluer ce mécanisme. C'est pas toujours totalement simple, parce que les laboratoires n'ont pas tous exactement les mêmes intérêts dans l'affaire, évidemment. Donc ça, c'est sur notre enveloppe générale. Et puis ensuite, la question que vous posiez, c'est quand on a des médicaments innovants, des produits qui arrivent et qui sont très coûteux, est-ce qu'on peut imaginer d'autres manières ? Donc aujourd'hui, il y a tous les critères entre la HAS et le CEPS pour encadrer, se donner, avoir un objectif de prix des médicaments qui arrivent, à la fois un prix facial, parce que vous savez, il y a deux prix, il y a le prix facial, puis ensuite il y a le prix net après remise. Bon, tout ça est quand même assez encadré. Mais ce qu'on peut se demander, maintenant j'aborde la question que vous posiez, question que nous, on essaie de travailler en interne, la direction de la sécurité sociale, qui est pas seul, en échangeant évidemment avec d'autres, qui est comment est-ce qu'on peut essayer de transformer certains modèles de rémunération pour essayer de, au lieu de payer pour voir pour payer, comme on dit. C'est-à-dire se dire, en fait, quand il y a des médicaments nouveaux, avec souvent une seule administration au début, et ensuite avec les nouvelles thérapies géniques, immunothérapies, etc., qui vont dans la durée changer, avoir un impact sur la santé des patients, pas sur tous, mais sur certains, un impact qui peut être dans la durée sur des très longues périodes, un impact positif. Comment est-ce qu'on fait pour tarifer ça ? Et nous, ce qu'on se dit, c'est essayons de ne pas seulement faire comme avant, c'est-à-dire de payer au moment de l'administration du médicament, une somme qui, à ce moment-là, peut être très, très élevée, qui pourrait aller se compter en centaines de milliers d'euros, voire plus. Et est-ce qu'on ne peut pas se dire, on paye évidemment un peu au départ, et puis ensuite on paye dans la durée, en fonction du résultat sur les patients, et donc
avec un suivi de quelque chose, une chose à laquelle je tiens beaucoup, mais d'autres autour de cette table aussi, qui est l'utilisation des données en vie réelle, c'est-à-dire de regarder réellement dans la durée, au fil des années, ce que produisent les médicaments, les produits, sur les patients, sur leur santé et sur leur bien-être. Et donc c'est un peu une transformation de modèle qu'on essaie de convaincre autour de nous, y compris les labos, ils pourraient avoir intérêt à rentrer dans ce nouveau modèle qui pourrait quand même créer une forme de partenariat, de confiance réciproque. On se dit, oui, on paye, on est peut-être prêt à payer cher pour certains produits, mais on paiera cher quand les produits ont un réel effet positif sur les patients. Mais ça bute ce système sur l'évaluation. En général, l'évaluation, c'est difficile de se mettre d'accord sur l'effet vraiment positif, le nombre de malades qui peuvent en bénéficier. Est-ce que c'était pas ça, Pierre Lachoppement ? Il y a après, il faut définir des... Mais ça, Philippe Bouillou pourra revenir sur les tentatives passées, qui étaient un peu différentes, mais sur les tentatives passées de mettre en place des contrats de performance. Mais en tout cas, jusqu'ici, tel que ça a été mis en place, on n'a pas bien réussi parce que c'était probablement... voilà, on a quand même continué de payer pour voir, en fait. Et voilà, donc nous, ce qu'on propose, c'est de vraiment inverser et le voir pour payer. Donc, voyons, construisons, mettons en place ensemble les systèmes d'utilisation des données en vie réelle et mettons-nous quand même évidemment d'accord en amont sur ce que seront les critères d'évaluation. Donc là, évidemment, il peut y avoir aussi de la discussion à la fin, sur la manière de mesurer dans la durée. Mais si on y arrive, on peut-être, ça peut renvoyer aussi à certaines demandes des industriels depuis longtemps de dire essayons d'inventer des nouveaux modes de rémunération avec davantage de pluriannualité. Essayons de se dire que peut-être lissons le financement des médicaments. Moi, j'ai souvent entendu ça de la part de certains industriels. Lissons le financement des médicaments dans la durée. Bon, là, c'est une proposition que nous, on a en tête. Avant que vous partiez, on a encore 4 minutes. Quelle est la réaction de l'industriel, bien sûr? Est-ce que oui, alors moi je représente... Ça concerne pour le coup qu'un petit nombre de médicaments, les médicaments qui sont vraiment innovants. Après, on verra l'ensemble des autres médicaments. Alors moi, je suis en effet à la tête d'une entreprise qui est le 3e, 4e laboratoire mondial, 1200 collaborateurs en France. Et notre objectif, c'est de sortir une nouvelle indication ou un nouveau produit au moins chaque trimestre sur ces prochaines années dans les domaines de immunologie, oncohématologie, neurosciences, virologie ou soins ou ophtalmologie. Mais alors, une entreprise comme la mienne, elle est déjà confrontée à une première chose qui est une situation économique très compliquée. Avec le Covid, bien évidemment, mais aussi une crise inflationniste et de coût de l'énergie qui est primordiale. Parce que notre industrie pharmaceutique est la seule qui, pour compenser cette pression inflationniste, ne peut pas augmenter les prix de ses produits. Au contraire, même, on nous demande de baisser les prix de nos produits, ce qui est assez original. Stéphane Insignardi, comme Franck Wallenel doit partir dans 2 minutes, juste pour qu'il réponde, après on abordera plus généralement ce que vous vouliez dire, mais sur cette hypothèse, cette solution de payer pour voir ou de voir pour payer, est-ce que, après non, oui, peut-être? Oui, en soi, il y a des mécanismes qui peuvent être mis en œuvre en termes de regarder comment certains produits peuvent avoir un impact non seulement sur le patient, mais aussi sur les coûts d'utilisation des systèmes de soins, voire des impacts sociétaux. Moi, j'ai en tête un médicament en oncohématologie qui ne coûte pas des centaines de milliers d'euros, bien moins, mais qui a une durée fixe de traitement d'1 an. Les patients répondent et ne sont plus traités après, alors que les alternatives thérapeutiques sont chroniques. Donc, et sur plusieurs années. Prix élevé parce que ça va durer qu'1 an et après. Exactement. Ça vous adhérez à Franck Wallenel sur ce type de produit? Est-ce que ça rentre dans... Là, moi, ce que je décrivais, on était quand même vraiment sur des produits extrêmement coûteux. Je pense qu'on ne peut pas mettre en place de façon très générale, on ne saura pas gérer. Puis d'ailleurs, il faut d'abord commencer par tester, parce que pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, commençons par le tester sur quelques exemples. Oui, et alors, sur le principe, vous êtes plutôt favorable? Non, vous. Oui, bien sûr. En soi, oui. Qu'il y ait des évaluations de ce type-là. C'est pas trop compliqué quand même. Déjà, il faudrait revenir aussi à ce qu'il n'y ait pas ce décalage, parce qu'on parlait du budget accordé aux médicaments, ce décalage entre la dépense réelle de soins et le budget du médicament. Il y a une vraie problématique
On parlait que dans les dépenses de l'ONDAM, le médicament représentait 14% en 2010, 11% en 2020. Oui, on a un peu augmenté, 1% ces dernières années, à comparer avec 3 fois plus en Espagne ou 4 fois plus en Allemagne ou en Italie. Donc de fait, on a cette situation-là. La deuxième chose, c'est que vous parliez du mécanisme de la clause de sauvegarde. C'est une clause de sauvegarde. Normalement, elle ne devrait pas se mettre en œuvre systématiquement. Malheureusement, elle est en train de se mettre en œuvre systématiquement. Elle progresse énormément. Elle était prévue à 400 millions en 2021. Elle va être à 760 millions. On parlait de 400 millions pour 2022, puis 540. Il y a des perspectives à plus d'1 milliard. Et comme vous le disiez, on sait les résultats à la fin de l'année d'après. Donc, pour un acteur économique, c'est très compliqué d'aller voir son siège social et de leur expliquer que vous ne connaîtrez pas le chiffre d'affaires de l'année avant la fin de l'année prochaine. On va voir sur les produits qui ne sont pas des grandes innovations. Mais Philippe Bouilloux, alors, est-ce que ce que propose, vous êtes un peu le bras armé de Franck von Lennep, est-ce que ce que propose la DSS, la Direction de la Sécurité sociale, et le ministère de la Santé, est-ce que vous pensez que c'est jouable ? Alors là, vous faites référence, bonjour à tous et à toutes d'abord, pardon, vous faites référence à la modalité utilisation des données en vie réelle et contrats de performance. Voilà, contrat de performance. Bon, le contrat de performance, et on le voit rapidement, j'ai jamais vu dans un débat quelqu'un qui soit contre l'utilisation des ça données. Marche pas, c'est ça le problème. Alors on a, pour être transparent, pour être transparent, on a eu un certain nombre de cas qui n'ont pas fonctionné parce que on s'était sans doute mal organisé d'entrée de jeu. Pour que ça marche, il faut que ça soit très bien écrit, il faut que ce soit très bien suivi et il faut qu'on se soit organisé pour que l'information remonte. On a eu un certain nombre d'exemples, et c'est vrai, c'était des exemples qui étaient on paye d'abord. Et puis, si jamais les résultats ne sont pas au rendez-vous, dans ce cas-là, le laboratoire doit rembourser. Et on a eu quelques cas, pas énormément, mais on a eu quelques cas dans le passé où on a essayé de faire cela. Et finalement, c'était déjà très compliqué à négocier. 2, on se heurtait quand on voulait vérifier après sur vie réelle à des difficultés à mobiliser l'information, ou alors on l'a beaucoup trop tard, donc on fait du forfaitaire au lieu de faire vraiment de la prise en compte des données réelles. Et puis quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, du point de vue du comité, ça peut être contesté par l'entreprise, et dans ce cas-là, on se retrouve dans des situations de contentieux. Donc, au bout du compte, on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une économie de moyens à faire une négociation plus traditionnelle ? Donc ça, c'était le point de départ. Tout le monde est d'accord sur le principe, et la réalité n'avait pas été tout à fait probante. On a essayé. Maintenant, ça s'impose un peu à nous dans l'actualité, parce qu'on a de plus en plus de produits innovants. Avec ces produits innovants, on a souvent, et certains sont disruptif, comme on dit. Oui. On a souvent un degré élevé d'incertitude parce qu'on n'a pas beaucoup de recul. Donc on sait qu'il va falloir gérer de l'incertitude. On sait qu'il faut avoir une approche de type partage de risque, comme l'a évoqué Franck. Et on se dit, finalement, ces contrats, on en a besoin. Donc, dans l'accord cadre qu'on a signé entre le comité et le LEM il y a un peu plus d'1 an, on a mis une clause spécifique sur ce qu'on a appelé, on a changé un peu la terminologie, on parle de contrat de gestion de l'incertitude. Ce que l'on veut gérer, c'est l'incertitude sur la transposabilité en vie réelle de ce qu'on a eu sur la base des essais cliniques. Franck von Lennep, ça rejoint ce que vous proposez. Gérer l'incertitude. Ouais. C'est presque un devoir. Et du coup, on y travaille de manière pratique. Déjà, dans un certain nombre de dossiers, on essaie de le faire, y compris en essayant de pratiquer l'approche où il faut voir pour payer. Donc, on part d'un prix socle. Et puis, en fonction des résultats, on va éventuellement augmenter la rémunération du laboratoire. On y réfléchit. Mais pour le faire, il faut absolument que ça soit fait proprement. Dès l'accord cadre, on a dit qu'il était essentiel d'avoir bien prévu les conditions de débouclage du contrat.
C'est un point. Et deuxièmement, si on veut le faire proprement, on a intérêt, toujours pour bien définir les jalons, là je pense à des exemples en matière de thérapie génique, parce que c'est le cas le plus typique, mais ça va au-delà. Il faut qu'on ait bien défini, en prenant en compte des considérations scientifiques, cliniques, avec les experts qui vont bien, il faut qu'on ait défini les jalons pour savoir ce qu'est un succès, un échec, un succès partiel, un échec partiel. Et il faut que l'on ait été également très au clair sur la façon dont l'information va remonter. Par exemple, s'il y a une tenue de registre, et qu'est-ce qu'on peut trouver dans le registre, ça concerne, donc c'est complexe. Mais vous êtes partant, et on est partant. Et vous aussi, et l'industrie aussi. Mais ça concerne combien de produits par an? Peu. Quelques produits par an. Combien? Vous savez, on vous parle de quelque chose qu'on essaie de relancer. Donc c'est difficile, on n'a pas le recul pour vous dire combien. Non, mais c'est plutôt 5 ou 50? 5. En tout cas, au départ, c'est pas 50. Enfin, sur les dos d'une main, oui, sur les dos d'une main. D'accord. Il faut que vous partiez. Hein. Merci à vous. Désolé de vous quitter si vite. Bon, maintenant qu'on est entre nous, on va pouvoir se parler franchement. Maintenant qu'il n'y a plus le ministère de la Santé. Voilà. Donc, alors, l'accès précoce quand même, parce que l'accès précoce, alors tout le monde, ça c'est formidable. C'est la première fois que je vois ça. Tout le monde est content. Ça a un an. Alors, vous allez nous dire combien ça consomme de produits depuis le début. Et est-ce que ça peut servir de modèle? Alors, après, il y a l'accès direct, vous en direz peut-être un mot, c'est encore un peu plus compliqué, mais l'accès précoce, c'est un vrai progrès parce que ça satisfait tout le monde. Ça conseille combien de produits? Alors, bonjour à tous, d'abord. Et merci de cette invitation. Invité. Et donc, effectivement, l'accès précoce est relativement récent, mais ça se substitue à des autorisations qui existaient, à des situations qui existaient auparavant. L'idée, c'est de substituer à 5 à 7 types d'accès qui étaient avant l'AMM, 2 grands types, qui est l'accès compassionnel et l'accès précoce, et se substituer à ce qui existait auparavant au travers des autorisations temporaires d'utilisation. Donc, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, on en a 79 à 13 mois de la mise en œuvre du dispositif. On est à 79 produits. Pour vous dire aussi que lorsqu'on avait fait l'évaluation lors du vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, il y en avait 2 fois moins. Donc, en fait, il y a eu un vrai appel d'air. Moi, j'étais resté à 2022. Alors. Oui. Donc, mais parce que vous savez qu'il y a le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il était adopté le 1er janvier de l'année en cours. Et donc, en fait, c'est lors des discussions du projet de loi de financement que pour évaluer la charge de travail qui allait être celle des équipes de la HAS, on avait évalué à peu près à 35 produits. Oui. Et donc, aujourd'hui, on en a 79. Donc juste pour vous dire en effet qu'il y avait un vrai besoin, il y avait une vraie demande, mais compte tenu du fait que ça s'est accumulé avec la suite de la pandémie, dont nous ne sommes malheureusement toujours pas sortis, puisque cette semaine, l'Agence européenne du médicament a octroyé les autorisations de mise sur le marché pour les vaccins bivalents avec les variants Omicron, BA2, BA5, et que la HAS va rendre ses avis la semaine prochaine. Quand exactement? Parce qu'on attend ça avec impatience. Voilà. Donc voilà, un scoop. Mardi. Ça sera, voilà. Ce sera pour mardi, en effet. Donc tout ce que je disais, c'est que du coup, ça s'est ajouté à une charge de travail qui était très dense, que nous avons, enfin les équipes de la HAS ont continué à assurer toutes ces missions au mieux, en essayant de ne pas dégrader les délais réglementaires. J'imagine que c'est des sujets qui préoccupent au premier chef les industriels et qui nous préoccupent aussi, puisqu'on a des obligations réglementaires à ce sujet. Donc, un vrai succès, avec du coup, pour cette première année de mise en œuvre, on s'est rendu compte de quelques trous dans la raquette qui vont être un peu réparés. Alors c'est très technocratique, mais dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, on a justement ces éléments qui vont permettre de ne pas avoir de trous de prise en charge, grosso modo. Et donc, c'est quoi? C'est juste une fois que l'AMM est donnée, vous savez, en gros, vous avez le cheminement avant l'AMM, quand c'est en cours d'évaluation au CHMP, c'est-à-dire à l'Agence européenne du médicament pour les produits les plus innovants. Je ne parle pas de l'accès compassionnel, je parle juste de l'accès précoce médicaments innovants. Et une fois que ces accès précoces sont délivrés,
Du coup, vous avez toute la partie qui incombe au Comité économique des produits de santé sur l'évaluation, la fixation du prix, etc. Et donc, le sujet, c'est qu'une fois que l'AMM est tombée, potentiellement, l'accès précoce tombe. Et donc, aujourd'hui, on est obligé de faire deux sessions, parfois avec les mêmes données, si vous voulez, pour permettre la continuité de la prise en charge. Donc, c'est plus de boulot pour nous, c'est plus de tracas pour les industriels. Et donc, tout ça, du coup, vous voyez, on s'en aperçoit quand on met en œuvre concrètement une nouvelle mesure. Et ça sera évidemment facilité et amélioré donc, l'accès précoce, dans les semaines qui vont venir. Il y a quelques trous dans la raquette. Est-ce que ça permet de revoir un peu les relations État, industriel, agence industrielle? Est-ce que ça donne une manière de travailler, Fabienne Bartoli? Est-ce que ce travail sur l'accès précoce, que ça peut donner des idées, des perspectives, bien sûr, il y a sur beaucoup... le sujet qui est maintenant la relation entre l'État, les agences et l'industrie pharmaceutique? Alors, nous, on a l'habitude la Haute Autorité de Santé, comme les autres institutions qui sont des institutions de guichet, entre guillemets, puisqu'elles elles sont dans le cheminement de l'accès au marché français. Il est clair qu'il y a des règles très établies que les industriels, d'ailleurs, connaissent très bien pour avoir ce qu'on appelle des dialogues précoces ou des rencontres spécifiques quand ils arrivent avec un dossier. On a mis en place maintenant quelque chose qui s'appelle l'Horizon Scanning, qui nous permet de savoir à peu près ce qu'il y a dans le pipe et qui arrive très vite. Parce qu'évidemment, s'il y a quelque chose de disruptif, si il y a un gros flux qui peut arriver, par exemple, après ces 2 années de Covid, où il y a eu quand même beaucoup d'argent dans le milieu de la santé et des produits de santé, forcément, ça va générer quand même pas mal d'arrivées d'innovation. Et nous, il faut qu'on soit justement au rendez-vous pour pouvoir ne pas accumuler des délais et que cette innovation puisse bénéficier aux patients et au plus grand nombre de patients le plus rapidement possible. Donc tout ça, c'est quelque chose, je pense, qui fonctionne, qui est très clair. Et donc, en revanche, ce sur quoi on avance de façon là peut-être un peu plus technique, on va dire, un peu moins politique, mais ce qui est très important aussi, c'est qu'on a un certain nombre de critères sur lesquels on travaille avec les industriels pour affiner la doctrine de la commission de la transparence qui, pour le côté médicaments, évalue ces produits. On échange beaucoup, si vous voulez, entre nous au sein du collège et avec les industriels sur ce sujet. Et donc, on prévoit même un article qui sera publié dans les revues scientifiques pour permettre donc d'étayer cette doctrine en termes justement de qualité des données, de type de données dont on a besoin pour établir les preuves. Donc je pense que là, on est vraiment dans un objectif evidence-based assez commun à ce qui se fait tout autour de la planète. D'accord. Alors, l'industriel, le régulateur, la personne qualifiée. Oui, déjà sur le. Et puis des relations État. Sur l'accès précoce, déjà, oui, clairement un satisfecit parce que c'est un process qui s'est amélioré, qui a été rendu plus efficace et certainement plus rapide. Donc ça, c'est une bonne chose. Et l'innovation s'accélère en effet, et donc c'est important que les patients aient des mécanismes pour avoir accès à l'innovation. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment du remboursement de droit commun. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait un accès précoce, on a des critères d'éligibilité de patients qui sont plus restrictifs en général que les indications et les AMM. Et donc, tous les patients qui pourraient bénéficier de ce produit-là n'en bénéficient pas encore. Il faut attendre le remboursement de droit commun pour cela, qui prend du temps en France. On parle en moyenne de 497 jours pour ce remboursement de droit commun. C'est M. Philippe Bouillot qui coince. Oui, mais disons que si on regarde 497 en prenant en compte le fait que il y a beaucoup de ces produits-là qui ont eu l'accès précoce, qui ont eu des ATU, on est bien d'accord. Donc si on prend cet impact ATU, on descend à 240 jours. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin d'avoir ces produits qui ont un remboursement de droit commun. Et on a besoin de le faire avec des niveaux de prix qui valorisent réellement l'innovation thérapeutique. Ça aussi, c'est important, parce qu'on parlait de débouclage. Il faut que ces niveaux de prix reconnaissent la valeur thérapeutique. Mais ça, je suis persuadé qu'on va co-construire les conditions pour que ça se passe. J'en suis persuadé. Non, juste sur le droit commun, c'est-à-dire que si on prend accès précoce, on a un plus petit nombre de patients, c'est ça? Et donc, sur les délais, si on prend l'ensemble, expliquez, donnez-nous votre point de vue et éclairez-nous un peu.
D'abord, une remarque générale sur ces questions d'accès. Comme ça a été dit tout à l'heure par Franck von Lennep, ce qu'on doit avoir d'abord en tête, c'est l'accès aux patients. C'est le premier point. Et ça englobe tout. C'est toutes nos phases administratives pour aller et de négociation et pour aller jusqu'aux patients. Ça, c'est le premier point. Quand on veut réduire ces délais, il y a deux façons de procéder. Soit on met en place des circuits plus courts. C'est ce qu'on fait avec l'accès précoce, c'est ce qu'on va faire avec l'accès direct. C'est d'une manière dérogatoire et ça doit être entouré de toutes sortes de contrôles, bien entendu. Soit on fait en sorte qu'à chaque étape, on se montre un peu plus efficace. Bon, évidemment, il faut faire les deux. Donc, pour l'instant, on a donc l'accès précoce, c'est un circuit court, c'est un circuit dérogatoire et c'est une réforme par rapport à ce qui existait auparavant, qui a contribué à donner plus d'efficacité à un mécanisme dérogatoire. Du point de vue, c'était votre question, mais je voulais remettre un peu en perspective, du point de vue de la négociation qui est conduite au CEPS avec l'entreprise et qui se termine par l'entrée dans le droit commun, on avait de grosses difficultés qui se traduisaient par des délais de négociation très longs avec l'ancien système des ATU. Parce que au moment de rentrer dans le droit commun, eh bien, il y a une remise à verser, on parle d'une remise de débouclage, pour compenser la différence entre le prix qui était pratiqué dans le régime dérogatoire et le prix qu'on va négocier pour l'entrée dans le droit commun. Et dans certains cas, ça faisait une marge d'escalier très importante. Et pour des laboratoires qui, pour une raison ou pour une autre, ne l'avaient pas anticipé, c'était vraiment difficile et ça n'incitait pas à négocier vite. Et du point de vue du comité, si on pense, et on le fait, à l'accès aux patients, le sentiment d'urgence n'était pas là non plus, puisque les patients, sans doute pas tous, mais les patients avaient déjà accès aux produits. Le résultat, c'est qu'on avait dans certains cas des négociations juste pour rentrer dans le droit commun qui duraient 300, 500, 600, 700 jours, ce qui est tout à fait caricatural. Avec le système d'accès précoce, outre le fait que les critères sont retravaillés, etc., il y a une interaction avec la négociation de droit commun parce que on impose, alors sur le moment, c'est peut-être pas idéal du point de vue des laboratoires, mais on demande le versement de remises annuelles selon une grille, etc., qui font qu'on s'installe déjà dans si vous voulez, le débouclage, c'est plus une marche d'escalier, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Donc on espère, on n'a pas encore le recul pour en juger, mais on espère que ça va faciliter l'entrée dans le droit commun et que de ce fait, les délais dont on parlait là en centaines de jours vont être réduits. Alors, oui. Je peux parler de plein de choses, je peux parler de l'accès direct si vous voulez, on n'en a pas encore parlé, mais je ne veux pas qu'on monopolise la parole. Oui, peut-être pour réagir, d'abord revenir quand même au point de départ, c'est que c'est une excellente nouvelle qu'on ait un tsunami d'innovation qui arrive. C'est une excellente nouvelle pour les patients, pour les systèmes de santé, pour la science. Et donc on a quelque part un problème de riche qui est de réussir à gérer ça. Deuxièmement, sur la partie innovation, on a le sujet de l'accès au marché et dans le cadre du plan France Santé 2030, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur cette partie accès au marché, mais surtout effectivement pour sortir un dispositif qui s'est appelé accès direct, et je laisserai plutôt les experts en parler, mais qui cherche justement à paralléliser la négociation de prix et l'accès au marché. Alors la négociation pour aboutir au dispositif est un peu longue, mais on nous promet que ça sera négocié avant la fin de l'année et on en est tous très contents et qu'en plus on va s'adosser au dispositif de l'accès précoce pour pas avoir des dispositifs trop différents et une certaine lisibilité. Mais il y a bien d'autres sujets qui ont été traités en parallèle, des sujets sur les CPP, sur le financement, sur les clusters, sur les IHU, etc. Parce qu'en fait, on veut pas seulement avoir un accès facile en France, mais on veut aussi une production scientifique, une production industrielle en France. On ne veut pas, en tout cas, c'était pas l'objectif qui a été fixé par le gouvernement. On ne veut pas que la France devienne un grand marché pour les produits innovants qui soient tous pensés, inventés et fabriqués à l'étranger. Donc, l'ensemble de la chaîne doit aussi être pris en compte. Le point où je voulais en venir peut-être sur la partie financement, c'est que moi, ma conviction extrêmement forte, c'est qu'on est au bout d'un cycle de régulation. En fait, ça a été très bien expliqué dans l'exposé précédent, on a une enveloppe qui est l'ONDAM, et à l'intérieur de l'ONDAM, honnêtement, si on regarde sur 20 ans, on a fait un nombre de choses absolument incroyables. Mais
on a une enveloppe. Bon. Moi, je ne suis pas convaincue qu'on sache bouger l'enveloppe parce qu'il y a d'autres besoins dans le pays que la santé. Il y a l'éducation, la police, la justice, etc. Bon. Par contre, je suis absolument convaincue on a besoin de commencer à inventer le système d'après. On a besoin d'anticiper. D'autres pays que nous l'ont fait. Les pays nordiques ont travaillé sur des systèmes de tarification qui incluent la qualité, comme c'était très bien dit dans la présentation précédente, la qualité et la sécurité des soins, les outcomes, les résultats des soins. D'autres, plutôt les Américains avec Medicare, Medicaid, ont travaillé sur des approches populationnelles qui intègrent beaucoup plus total la prévention. On est en train de, quand on parlait tout à l'heure de tester 5-6 médicaments qui sont à des prix par patient au-dessus de 100 000 euros, on est sur un autre champ d'expérimentation. Mais le gros du dispositif, il n'est pas sur ces 5 médicaments, il est évidemment sur tout le reste. Et moi, je pense qu'il est urgent que les acteurs se mettent tous autour de la table. Il y a beaucoup de sujets techniques qui dépendent du ministère, mais avec les industriels, sachant que, je veux insister là-dessus, il y aura des gagnants et des perdants. Et aujourd'hui, par définition, il y a un certain nombre d'industriels qui gagnent très bien leur vie avec le dispositif actuel. Il y en a qui sont en situation très difficile. Les marchands de vaccins. Il y en a qui sont en situation difficile. On a eu dans les auditions avant le CSIS des industriels qui nous expliquaient qu'ils ne pouvaient plus matériellement, ils savaient nous démontrer dans leur compte de résultats qu'il était impossible de produire en France, compte tenu des charges sociales en France, des coûts, etc. Donc on a des prix qui peuvent devenir difficiles pour les industriels. Et à l'inverse, on a aussi des produits qui ont des marges tout à fait importantes. Et puis là, on parle des médicaments, mais en fait, la dynamique aujourd'hui, elle est plus forte sur les dispositifs médicaux que sur les médicaments. Et en tout cas, moi, je veux insister là-dessus parce que je pense que c'est indispensable dans le cadre de la dynamique. Si on veut qu'on arrive à continuer à financer l'innovation, il va falloir qu'on regarde d'autres systèmes de financement. Il faut innover dans l'innovation. Alors justement, il nous reste 5 minutes, donc c'est passé très vite. En conclusion, comment régénérer, comment mieux rémunérer, pas mieux rémunérer, mais comment innover dans ces modes de relation entre les industriels et l'État et sur les mécanismes de fixation des prix. Est-ce qu'il faut, alors vous suggériez de prendre la marge? Vous avez parlé de la marge des médicaments? Non, je ne parle pas de la marge, je le dis. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on prenne la... Non, c'était une plaisanterie. Non, mais en l'occurrence, les médicaments, c'est avant tout des coûts de recherche et de développement. Mais de fait, il y a vraiment des forums de discussion et de dialogue de fait entre les industriels et le gouvernement. L'accord cadre avec l'EM CEPS, mais aussi le CSIS. Donc on a les capacités de réfléchir ensemble et de lancer des expérimentations ensemble. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais il va falloir quand même régler des problèmes qui sont, encore une fois, remettre le budget au niveau des besoins de soins, du médicament. Et donc ça, c'est primordial pour faire venir l'innovation. Ça vous tient à cœur, mais ça paraît difficile quand même de tout d'un coup augmenter 10% le budget du médicament. Est-ce que c'est... Non, mais vous savez, la prise en compte d'une maladie, c'est 89% en dehors du médicament. Le coût donc de fait, la présentation précédente posait cette question. Est-ce qu'il n'y a pas des interventions thérapeutiques qui finalement pourraient permettre d'avoir une meilleure utilisation des systèmes de soins et potentiellement même des impacts sur l'employabilité des patients qui pourraient revenir au travail, qui pourraient à nouveau être contributeurs, payer des impôts, etc. Il y a plein de manières de penser. Il faut, je pense, moi ce serait mon message, il faut arrêter de penser aux médicaments comme un coût. Le médicament est un investissement dans la vie, mais aussi un investissement dans l'économie. Et il y a des manières d'évaluer ça qu'on peut mettre en œuvre pour le démontrer. D'accord, très bien. Puis Bouillou. Oui, c'est votre conclusion, attention, on arrive à... Non, mais c'est... Voilà, est-ce qu'il ne faut pas avoir une vue un peu plus large? Est-ce que c'est dans votre escarcelle? Est-ce que vous pouvez inclure ce que disait, ce qu'on vient d'entendre?
Moi, je suis un peu gêné par la crainte qu'il y ait une ambiguïté quand on parle des modèles de financement, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a la démarche macro-financière qui a été présentée, la régulation globale, etc. Ça se traduit une fois par an par des baisses de prix et ça se traduit par une clause de sauvegarde, on l'a dit. Mais qui ne satisfait pas tout le monde. Et ensuite, qu'est-ce qui satisfait tout le monde Personne. Dans un cadre budgétaire qui est contraint. Non, mais celui qui a mais après, on s'aperçoit que les vieux produits, en fin de compte, c'est parfois intéressant. Donc, il ne faut peut-être pas trop baisser leur prix. Non. Est-ce que la clause de sauvegarde, celui qui a une baisse de chiffre d'affaires, comme on disait tout à l'heure, il paye quand même sa cote-part? Bon, c'est un sujet de discussion. Il y a de multiples discussions. C'est comme la démocratie, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. L'expert, en l'occurrence, nous a quittés à 16h20. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a cette approche macro-financière, et puis après, il y a ce qui se passe produit par produit, médicament par médicament. Donc là, on n'est pas dans la régulation à ce moment-là, enfin dans le même sens en tout cas. Pour nous, au CEPS, quand on négocie le prix, l'idée c'est de ne pas surpayer. Et de ne pas surpayer par rapport à ce qu'on estime être une juste valeur. Donc le débat, il est sur la valeur. On peut avoir, en plus de la négociation sur la valeur, une négociation, une discussion sur les modalités de paiement. On a parlé tout à l'heure de contrat de gestion de l'incertitude. Ça touche à la fois à la valeur, en disant elle se révélera progressivement, et ça touche aussi à une modalité de paiement qui peut être progressive. On peut parler d'étalement des paiements. Mais il ne faut pas confondre les deux. Parce que parfois, vous avez des laboratoires qui arrivent en disant « mon produit est magnifique, très innovant et très cher, mais ce n'est pas grave, puisque je vais vous faire crédit pour le payer ». Nous, notre sujet, ce n'est pas ça. Enfin, ce n'est pas ça d'abord. Notre sujet d'abord, c'est combien on estime que cela vaut, et puis ensuite, même si on se met d'accord avec le laboratoire et l'accord cadre nous y aide sur comment on évalue cette valeur par rapport à des comparateurs, etc., même si on se met d'accord, après il restera, est-ce que c'est acceptable pour le laboratoire, compte tenu de ses contraintes financières, de ses objectifs de rentabilité, etc. Et puis, est-ce que ça rencontre la disposition à payer de l'État? Donc, il y a tous ces sujets-là sur lesquels il faut progresser. Je laisse de côté la dimension macroéconomique. Oui. Pour ce qui est de la fixation de la valeur et des modalités de paiement, c'est très complexe, mais on progresse. Le contrat de gestion de l'incertitude, c'est une possibilité. On a toute une série d'éléments dans l'accord cadre pour mieux trouver, et si possible plus vite, la valeur d'un produit innovant, mais il ne faut pas se cacher la complexité du sujet. On a dit qu'il y avait des produits très disruptifs à tout point de vue, en termes de santé, et c'est une très bonne nouvelle, mais en termes de modèle économique, c'est les thérapies géniques, c'était avant les carticelles. On a des sujets d'association de produits qui sont très coûteux, et c'est une difficulté en soi. On a un autre sujet qu'on essaie de traiter, c'est que vous avez des produits très innovants qui arrivent sur pour une indication donnée sur un périmètre relativement restreint. Et puis en fait, vous allez voir arriver toute une succession d'extensions d'indications thérapeutiques. C'est très difficile de le traiter. Est-ce qu'on est en négociation tout le temps ? Est-ce qu'on fait une négociation globale? Mais si on fait une négociation globale, il va falloir qu'il y ait beaucoup d'ajustements. Et puis, ça veut dire qu'on anticipe sur les évaluations qui seront faites ensuite par la HAS. Et ça veut dire aussi qu'on fait une hypothèse sur ce que sera la concurrence au moment où vont arriver les indications suivantes. Il vaut mieux actualiser. Donc, voilà, on a des sujets qui sont très compliqués. Ce que je veux dire simplement, je ne peux pas rentrer dans le détail, c'est que je pense qu'on a tous conscience de ces difficultés-là et qu'a priori, on est ouvert à toutes les solutions pragmatiques. Donc on cherche ensemble les différentes solutions pragmatiques. D'accord. Si la HAS, est-ce que les études médico-économiques, vous ne devriez pas mettre un peu le booster, mais ça en 30 secondes pour apprécier la valeur, parce que justement, il faut parler de valeur. C'est un petit peu compliqué pour avoir les données correctes et de bonne qualité pour le faire. Et justement, pour revenir, c'était surtout sur les données que je voulais revenir, parce que sur l'accès précoce et l'année qui vient de se passer, il y avait quand même effectivement tout le sujet des données en vie réelle. Et l'idée, c'était justement, avant même l'AMM d'arriver, le deal entre guillemets qui avait été fait avec l'industrie, c'est de dire ok, on va accélérer, mais en contrepartie on veut des données pour mieux évaluer. Et ça, c'est
Compte tenu de ce que sont les accès précoces aujourd'hui, c'est pas toujours simple. C'est plutôt ça qui est de nature à accélérer le processus, la qualité des données, puisque ça va permettre d'évaluer, que ce soit faire une évaluation médico-économique ou une évaluation thérapeutique avec ce que vient de décrire Philippe Bouilloux avec les extensions d'AMM. Ça a toujours été la modalité de développement d'un produit. En général, on arrive avec un petit truc et puis au fur et à mesure en étant. Donc c'est assez classique, mais là, si on a une bonne qualité de données, on peut faire une évaluation qui soit pertinente. Elle pêche où, là, aujourd'hui? Enfin, très rapidement, un peu des investigateurs, de l'industrie. Ce que disait ma voisine à l'instant, c'est-à-dire l'important, c'est justement de pouvoir faire des développements en France. Je crois qu'on est tous autour de cette table attachés à ça, à ce que les essais cliniques se tiennent dans les hôpitaux français, ou voire en ville, si on arrive avec la rupture technologique de la collecte de données à avoir des données de qualité. Mais ce que je veux dire, c'est que pour inclure des patients, pour avoir des données de qualité, il faut tout un tissu qui soit tourné vers l'innovation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est de nature à améliorer la qualité des soins et à rendre justement l'innovation plus accessible aux patients français. Un mot de la fin pour vous, madame. Mais c'est un mot. Anticipation. Ne dites pas confiance. Anticipation. C'est important. Anticipation, oui. J'ai le droit d'expliquer ou pas? Oui, c'est pas mal. Non, mais donc, vous qui êtes une personnalité qualifiée... Je crois que... dans 10 ans, on ne tarifiera probablement pas le médicament, les dispositifs médicaux, mais aussi les actes, la prévention de la même façon. Il faut qu'on anticipe ce qui va se passer. C'est des changements extrêmement compliqués. La mise en place de la T2A, ça a mis 10 ans. Donc il faut qu'on invente la génération d'après. Alors, ça a mis 10 ans et en plus, elle est très très critiquée. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois adapter. Le budget global d'avant était était pire. Il n'y a pas une solution pour des dizaines d'années. C'était un progrès par rapport au système d'avant. Donc je pense qu'il faut qu'on soit conscient qu'il faut préparer les choses pour le futur, que c'est extrêmement sophistiqué et compliqué. La très très bonne nouvelle, c'est qu'on a des données et que ce qu'on peut inventer en matière... qui ne sont pas de qualité. Alors, on a beaucoup de données dans plein de domaines. Il y en a quand même. On dit qu'on veut Il y a les données de fait. Il y a les données de fait de toutes les études cliniques en effet, mais il y a aussi les données de toutes les bases. C'est pas les données en santé qui manquent. Ouais. Après, il peut y avoir des sujets sur certains essais, etc. Donc, je pense qu'il faut inventer la génération prochaine. Il faut réfléchir à la prochaine génération de tarification qui inclura, par définition, des dispositifs médicaux, des médicaments, des actes nouveaux, etc. Voilà. Et je pense que c'est important de le faire maintenant, à froid, plutôt que le faire en catastrophe, quand on va se retrouver face à un mur de financement sur l'innovation des médicaments et des DM. Et il y a de fait des pays qui sont déjà dans cette dynamique. En Finlande, on a la capacité d'interroger les données dans tous les sens, avec des données sur chaque patient, non seulement sur les médicaments qu'ils prennent, mais aussi sur leur utilisation des systèmes de soins et également sur les aspects sociaux. Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils sont actifs? Est-ce qu'ils ont ils sont en congé maladie ou pas? Et donc, on a en capacité de mesurer, grâce à ça et toutes ces données, qu'est-ce qui vaut le coup, sur quoi il faut investir. Merci. Je rebondis sur ce que vient de dire ma voisine de nouveau, mais effectivement, nous, on est en train de s'organiser pour évaluer justement ces nouvelles thérapeutiques, on va dire, qui associent dispositifs médicaux, médicaments et potentiellement software. Il y en a de plus en plus. Donc les industriels concernés sont très au courant, mais justement, nous, on se met en capacité d'évaluer la chaîne totale qui prend médicaments, actes, dispositifs médicaux, dispositifs de télésurveillance en même temps, pour être très efficace dans notre évaluation. Merci beaucoup, mesdames, merci messieurs.